Salut, camarades de la chose ludique. Ça vous est probablement déjà arrivé de vous retrouver dans une soirée où quelqu'un propose de jouer à un jeu en vous lâchant cette phrase que je trouve toujours magique. Tu verras, c'est très simple. Et 1h30 après, vous êtes encore autour de la table à ne rien comprendre à ce qui se passe alors que tout le monde autour de vous a l'air de bien s'amuser. Je pense que ce genre de soirée, on l'a tous déjà vécu au moins une fois dans notre vie. Et on a tous un exemple pour nous de ce qui semble être le jeu le plus compliqué auquel on ait jamais joué. Du coup, j'ai profité de ces jours de confinement pour me poser la question, c'est quoi les jeux les plus compliqués au monde ? Alors j'ai passé des heures et des heures à faire des recherches sur des jeux, à lire des règles de jeu pas possibles, et j'ai finalement décidé d'en retenir 5. Est-ce que c'est les plus compliqués ? Compliqué, ça reste subjectif, c'est pas mathématique compliqué. Et c'est pas nécessairement l'épaisseur du livret de règles qui fait la complexité du jeu. En avant donc pour ceux qui sont selon moi les 5 jeux les plus compliqués au monde. Il est très difficile de ne pas parler de jeux compliqués sans parler de wargames. Les wargames sont ces jeux de plateau que l'on trouvait principalement entre les années 80 et les années 2000, des jeux de simulation de guerre. Volontairement simulationnistes, le but de ces jeux était d'apporter des règles détaillant et simulant chaque événement qui pouvait se produire lors d'un conflit. Un des jeux les plus cultes du genre, c'est Advanced Squad Leader. Pour faire ces recherches de jeux, je me suis pas mal baladé sur Board Game Geek, le site de base de données mondiale en termes de jeux de société. Sur chaque fiche de jeu, on trouve un petit indicateur de complexité allant de 1 à 5. Advanced Squad Leader, ASL, est le jeu le plus fortement noté en complexité sur Board Game Geek, avec la note de 4,72. Parce qu'avant d'être un jeu, c'est un système de jeu et chaque bataille de la Seconde Guerre mondiale a été retranscrite dans un scénario de ce jeu, apportant avec elle son lot de règles. Mais le jeu culte en termes de wargame et de complexité, vous en avez sans doute entendu parler si vous regardez Big Bang Theory, c'est le cultissime Campaign for North Africa. Campaign for North Africa n'est pas nécessairement le wargame aux règles les plus compliquées, quoique déjà quand même, ça pique un peu. Mais c'est de loin le plus laborieux et le plus fastidieux. Pour installer le plateau de Campaign for North Africa, il vous faudra plusieurs tables à la fois. Des pions et des jetons, il y en a 1800 dans la boîte. Et la règle du jeu est tellement volumineuse qu'elle est séparée en 3 livres différents. Y compris l'éditeur et l'auteur, personne à ce jour n'a joué une partie entière de Campaign for North Africa. La durée d'une partie oscille entre 1200 heures et 1500 heures. Soit si vous prenez pas de pause, que vous n'allez pas faire pipi, que vous ne dormez pas, ça vous prendra une bonne 60aine de jours. C'est le jeu idéal pour le confinement. Et puis si c'était pas déjà suffisant de se cogner 1200 à 1500 heures de jeu, c'est un jeu qui se joue à 10. Oui, il faut être 10 joueurs, plus exactement 2 équipes de 5 joueurs, parce que vous aurez tellement de choses à gérer que vous le répartirez au sein de la même équipe en 5 rôles différents. Campaign for North Africa n'est pas nécessairement qu'un wargame, c'est un jeu de logistique. Vous allez gérer les acheminements vers le front. Et quand je vous dis que c'est simulationniste, c'est pas qu'un terme. Tout a été resimulé et a sa propre règle de jeu à l'intérieur de la boîte. Les Allemands et les Britanniques n'ont pas le même taux d'évaporation de l'eau dans leurs jerrycans, car les Britanniques avaient des jerrycans plus petits dont l'eau s'évaporait plus facilement. Si vous jouez les Italiens, vous aurez besoin d'approvisionnement supplémentaire en eau, parce que qu'est-ce qu'ils font les Italiens ? Ils mangent des pâtes. Et ça, c'est géré dans le jeu. Et on en arrive très vite à se poser la question, mais quel est le but du jeu ? Est-ce que le but du jeu est de gagner, ou est-ce que le but, c'est d'arriver à y jouer ? Un jeu de société, à la différence d'un jeu vidéo, c'est le joueur qui va devoir ingurgiter les règles et les appliquer au cours de la partie. Et c'est pour ça que les wargames ont lourdement décliné ces dernières années. Les jeux vidéo vous facilitent la tâche, gèrent des tas de choses à votre place. Big Bang Theory, saison 11, épisode 16. Alors oui, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver et débusquer tous ces jeux aux règles de l'espace, mais celui dont je vais vous parler maintenant, ça fait un bout de temps qu'il me tenait à cœur de vous en parler. C'est un jeu médiéval, c'est un jeu qui est aussi appelé le jeu des philosophes, c'est un jeu qui s'appelle le Rhythmomachie. Rhythmo qui vient du grec arithmétique pour les nombres, et machie qui vient de bataille. Rhythmomachie, c'est donc la bataille des nombres. Le Rhythmomachie se joue sur un grand échiquier de 8 cases par 16. 2 camps s'affrontent, les blancs, les noirs, et chacun dispose de pions ronds, carrés, triangulaires et pyramidaux. Un joueur possède les pions pairs et l'autre joueur possède les pions impairs. Putain, je sais pas comment je vais arriver à vous expliquer ça. Oh la vache. Le but du jeu est d'arriver à capturer les pions adverses.
Pour capturer un pion adverse, il faut que la pièce que vous allez déplacer fois le nombre de cases que vous allez traverser soit égal pile poil à la valeur de la pièce que vous voulez capturer. Je sais pas si vous l'avez. Mais c'est pas tout. Quand vous allez vous déplacer, vous allez regarder les pièces qui vous entourent et vous allez également faire pouvoir valoir le fait que vos pièces se suivent et créent ainsi des suites harmoniques. Putain, je crois que c'est pas clair. En fait, Rhythmomachi, comment vous dire? C'est certes un jeu qui vous aurait distrait si vous jouiez un 1230, mais au-delà d'un jeu, c'est avant tout une éducation. C'est un jeu de moine érudit. Le jeu est volontairement mathématiquement super chaud à maîtriser et c'est tout l'intérêt du truc. Apprendre à jouer au Rhythmomatia, c'est rentrer dans toute une philosophie mathématique pythagorienne. Alors j'entends, c'est peut-être pas le but de votre vie, mais à l'époque ça pouvait l'être. Petit à petit, historiquement, l'approche des mathématiques a changé, les échecs ont fini par être introduits en Europe, et le Rhythmomatia a lentement mais sûrement failli tomber dans l'oubli total. Dans les descriptions de la vidéo, il y a les liens vers tous ces jeux, vers toutes les règles du jeu et les ouvrages, notamment celui de Jean-Louis Cazot qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur ces jeux-là. Alors si vous pensiez vous la péter en soirée en disant « Ouais, les échecs c'est pas mal, mais je crois que je commence à avoir fait le tour », eh ben à vous de rétorquer « Ben ouais mec, quand tu veux je te prends un Rhythmomatia ». À ne pas confondre avec « je prends un Enricomatia », ce qui n'a pas du tout la même signification. Avant de tourner cette vidéo, je m'étais dit, ok, je vais forcément parler de Rhythmomachi et je vais forcément parler de Mage Knight. Mage Knight, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des jeux de société que je préfère pour jouer à deux. C'est un excellent jeu de Vladash Fatil qui resimule un peu des parties de Heroes of Might and Magic. Vous y incarnez un chevalier qui se déplace à travers un grand royaume et qui, à coups de cartes, va explorer des ruines, combattre des dragons, récupérer des sorts et assiéger des forteresses. La difficulté de Mage Knight réside dans le fait qu'il y a des lieux, il y en a des dizaines, et des monstres ont tous des façons différentes de vous pourrir la vie. Et aussi bien, déjà au début, on galère à affronter des ennemis rapides. Après, il faut comprendre comment marchent les ennemis empoisonnés. Et après, on vous parle de l'attaque de forteresse, puis d'attaque de feu, puis d'attaque de givre. Mais quand vous devez faire des attaques de cité coopératives dans lesquelles se trouvent des ennemis fortifiés, rapides, empoisonnés, et qui font des attaques de givre-feu pétrifiantes, je vous assure que vous allez passer des heures à vous arracher les cheveux à savoir comment ça marche. C'est le rare jeu auquel je joue souvent et auquel malgré tout j'ai toujours la règle sur les genoux quand j'essaie d'y faire jouer. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert un autre jeu qui est l'inspirateur de Mage Knight dont je n'avais jamais entendu parler. Ce jeu-là, c'est Magic Realm. Magic Realm est un jeu qui date de 1979 et qui a été édité par l'éditeur américain culte Avalon Hill. Vous y incarnez un personnage parmi 16 possibles. Vous allez vous déplacer dans un royaume au cours de 28 journées différentes, chacune composée du matin et du soir. Votre but est d'y trouver des trésors de façon à avoir le plus grand score à la fin de la partie, et à chaque tour, vous allez programmer sur une feuille devant vous ce que fera votre personnage lors de ce tour. Entre se déplacer, collecter du mana, randonner, philosopher, attaquer, marchander. Vous allez pouvoir enchanter le lieu dans lequel vous êtes et essayer d'y lancer des sorts, mais il faudra que le bon type de mana soit présent sur le terrain. Je me rends compte à quel point je simplifie en vous expliquant. Je vous parle de jeux des années 80 avec des règles en noir et blanc tapées à la machine. Des jetons en carton de 2 cm sur 2 en noir et blanc. Ouais, parce que Magic Realm, c'est 288 pages de règles quand même. J'ai trouvé des tutos sur YouTube de gens qui expliquent comment marche le jeu en anglais. La première vidéo que j'ai trouvée faisait 1h08 et s'appelait Introduction. Quand je pense qu'il y a des gens qui galèrent avec les règles du Uno. Et malgré tout, dans ces jeux-là, avec des règles atroces et pour des parties de 8 ou 9 heures de lecture de règles, puis de parties, il se cachait plein de trucs fabuleux. Le système d'hexagones posés les uns à côté des autres qui crée une carte, système qu'on a vu dans les colons de Catan, dans Takenoko, dans la vallée des mammouths, Magic Realm est un des premiers à l'utiliser. Le système qu'on connaît également dans Catan, dans lequel on lance des dés et des ressources apparaissent sur une case, c'est dans Magic Realm qu'on le voit apparaître en premier. Dans ce jeu-là, aussi baroque et aussi délirant soit-il, il se cachait plein de trucs assez fabuleux. Et à l'époque où les jeux s'adressaient à une niche à très peu de joueurs et on se disait « Allez, ça va, ils s'en sortiront », ça permettait aux auteurs de rajouter. Et dans tous ces ajouts, à la fin, il en reste toujours quelque chose de positif. De nos jours, ça n'a plus de sens de jouer à un jeu aussi déliramment compliqué. Par contre, frottez-vous à Mage Knight. Certes, c'est chaud, vous allez y passer la nuit.
mais c'est excellent. Jusque-là, je vous ai parlé de jeux aux règles compliquées, avec des livrets de règles de plusieurs centaines de pages, des jeux pour geeks. Mais qu'y a-t-il de plus compliqué que l'être humain? Et c'est tout le drame du jeu dont je vais vous parler maintenant, qui n'a rien à voir avec tous les précédents, car ce jeu immensément compliqué, c'est le bridge. Du coup, j'ai passé une bonne partie de ma soirée d'hier soir à essayer de m'intéresser au bridge, comment ça marche, comment ça fonctionne. Ah, je sais, pendant le confinement, on passe tous un peu des soirées de merde. Bon, c'est un jeu de pli, comme on le connaît avec la belote ou le tarot, on met tous une carte, le plus grand remporte, il y a de l'atout, c'est bon. En 2 minutes, vous savez comment jouer au bridge. Le bridge, en fait, vous pouvez y jouer avec vos potes, c'est foncièrement pas plus compliqué que la belote coinchée. Mais alors vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là dans cette vidéo? Eh ben, le bridge, c'est pas un jeu. Le bridge, c'est devenu un sport. C'est reconnu par le comité olympique comme étant un sport de l'esprit. Et à ce titre-là, il ne participe pas aux Jeux olympiques. Mais qui dit sport dit compétition. Et dans le bridge, on annonce et on enchérit en début de partie sur combien de fois on compte remporter de plis. Tiens, j'ai un bon jeu, je voudrais que l'atout ça soit ça. Et c'est un jeu qui joue en équipe. On va annoncer et au passage essayer subtilement de faire passer un message à son coéquipier. Et là, le drame commence. Dans le bridge, tout est sujet à tricherie. Et si c'est pas sujet à tricherie, c'est sujet à suspicion de tricherie. Alors, des codes ont été mis en place. Mais ça n'a pas suffi. Alors d'autres codes ont été rajoutés, puis d'autres. Le livret de règles de la fédération de bridge encadrant uniquement l'arbitrage, c'est 96 pages. Et on en arrive à des trucs, mais j'ai lu ça, il y a des chapitres délirants. Quand quelqu'un fait une annonce et qu'elle est surprenante, le joueur d'après doit faire exprès de prendre le temps de réfléchir. Même s'il réfléchit pas vraiment. Parce que faire une annonce aussitôt pourrait être un code pour son coéquipier. Et s'il fait semblant de réfléchir, il ne faut pas sur son visage qu'on comprenne qu'il fasse semblant. Je commence à lire ça, je commence à devenir fou, à me dire mais c'est pas possible. Il y a des grands paragraphes sur l'intonation qu'il faut adopter. Si vous dites deux trèfles, c'est pas pareil que si vous dites deux trèfles. Et c'est encore pas pareil si vous dites deux trèfles. Et ça, l'équipe adverse pourrait vous le reprocher. Et alors on en arrive à un système mais totalement délirant qui a été mis en place par les fédérations de bridge. Les écrans. Quand vous jouez dans des championnats mondiaux de bridge, vous êtes installé autour d'une table avec votre coéquipier et l'équipe adverse, mais il y a un énorme panneau de bois qui est posé entre les joueurs. Vous ne voyez pas votre coéquipier, vous voyez pas non plus le mec qui est assis à votre droite. Et le panneau, il se poursuit par en dessous la table, pour que vous puissiez pas faire du pied à votre coéquipier. Les annonces, vous ne parlez pas. Vous passez un petit plateau sur lequel vous avez posé un jeton présentant votre annonce, un peu comme vous allez au guichet de la SNCF, vous savez que vous faites passer votre carte bleue au guichetier. Et ben c'est pareil. Le bridge est un jeu de société dans lequel on ne voit plus les joueurs autour de la table et dans lequel on ne se parle pas. Et lorsque les enchères sont finies, on ouvre un petit écran et on ne voit toujours pas le joueur, mais on voit au moins ses mains poser les cartes. Et là encore aussi, c'est codifié. C'est délirant. C'est délirant. Du coup, dans les clubs de bridge, tout n'est que suspicion, il y a une ambiance de merde. Vous suspectez sans arrêt les autres d'être en train de tricher, et vous allez aussi râler sans arrêt vis-à-vis de votre coéquipier qui ne comprend pas vos annonces. Il y a un adage qui s'est popularisé assez rapidement dans le bridge, qui dit que le bridge est un jeu joué par un génie méconnu, contre une bande de tricheurs et avec un imbécile pas possible. Le jeu dont je vais vous parler ensuite est avec Mage Knight, un des 2 jeux de cette sélection auxquels j'ai joué. C'est La Guerre de l'Anneau. La Guerre de l'Anneau, c'est un jeu de plateau dans lequel 2 camps s'affrontent. Le camp de Sauron et le camp du porteur et de la communauté de l'anneau. Le but de l'un étant d'arriver à contrôler des places fortes du royaume, le but de l'autre étant de détruire l'anneau. La Guerre de l'Anneau, c'est un jeu de plateau qui a été édité par Tilsit au début des années 2000. Le film de Seigneur des Anneaux venait de sortir, le risque Seigneur des Anneaux avait déjà commencé à arrêter sa commercialisation, on était en pleine hype du Seigneur des Anneaux et il se trouvait bien des Noëls dans lequel tous les enfants voulaient un jeu de plateau du Seigneur des Anneaux. Tilsit, qui était à l'époque le distributeur de Call of Cthulhu, de Macabana et de bien d'autres jeux célèbres de l'époque, avait édité la boîte de la Guerre de l'Anneau en écrivant dessus plus de 200 figurines à l'intérieur pour un prix assez bas, je crois que de mémoire c'était 49 €. Franchement, ça faisait rêver. Avec la promesse sur la boîte de dire « Vous allez revivre les batailles épiques du film ». Et foncièrement, c'était pas du tout faux. Le jeu est énorme, il se passe des tas de choses, il y a toute une gestion de la disparition de Frodon lorsqu'il met l'anneau.
Vous allez pouvoir gérer Gollum, les Ents, Saruman, Gandalf. Le plateau est immense, il y a des tas de régions, il y a eu des tas d'extensions à ce jeu-là. Je veux dire, c'est un excellent jeu. L'idée, c'est qu'on ne trahit pas l'œuvre, on l'a traduit en jeu. Mais cette traduction, il y a un contre-coup. Hein. C'est l'enfer en termes de règles. Alors pour vous dire, j'y ai joué. En fait, on y avait joué à 4, 2 contre 2. Le mec avec qui j'ai joué maîtrise les règles sur le bout des doigts. Du coup, je peux même pas dire que c'est un jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu dans lequel on a joué à ma place. C'est le cas dans bien souvent des jeux coopératifs. Si vous jouez à Pandémie ou à Ghost Stories, les gens jouent souvent à votre place. Et la guerre de l'anneau, c'est ça. J'ai regardé une partie de la guerre de l'anneau. Et j'ai mais rien pompé. Alors on jette des dés, et puis il y a plusieurs phases, et en fait on se rend compte que si on veut arriver à comprendre des choses, il faut connaître toutes les cartes du jeu par cœur, parce que tu comprends si on a cette carte, et cette carte on peut réveiller les Ents, mais uniquement si tel événement s'est déclenché et a été pioché auparavant. Putain, c'est l'angoisse. Et ce truc, alors moi je l'ai vu en magasin, c'était acheté par des grands-mères qui voulaient offrir ça à leurs petits-neveux et leurs petites-nièces de 9 ans. Oh, il y a écrit 10 ans sur la boîte, il a 9 ans et demi, il est très malin. Non mais vous allez le tuer, votre gosse, vous allez l'assommer. C'est pas parce que ton gosse il est intelligent qu'il a envie de se supporter ça. C'est une chose de pouvoir jouer un jeu compliqué et de vouloir jouer un jeu compliqué. Un jeu c'est fait pour s'amuser. Est-ce que c'est amusant pour un gosse de 10 ans de se cogner un truc pareil? C'est même pas amusant pour un gosse de 35 ans. Alors la guerre de l'anneau c'est clairement un des jeux les plus compliqués au monde. Je ne doute pas qu'il est beaucoup plus compliqué. Mais tous ces jeux-là, un gamin de 9 ans va pas acheter Campaign for North Africa. C'est que la guerre de l'anneau c'est packagé comme un truc qui est fait pour remplir les supermarchés. Mais c'est dégueulasse, c'est comme si tu demandais au mec qui fait Anatole la Tuile de faire la couve du prochain Welbeck. C'est comme si tu mettais Titeuf sur la couve des romans à la recherche du temps perdu de Proust. Le gamin, il va trop avoir envie de jouer à ça, il va se retrouver avec un truc infâme derrière. Alors dans les milliers de gosses qui ont reçu ça à Noël un jour, je doute pas qu'il y en ait une dizaine, une vingtaine parmi eux qui soient mis avec papa ou maman autour de la table et qui s'est pris le truc à bras-le-corps en disant « Ah, on va y arriver! On peut le faire !» Mais franchement, l'image du jeu de société que ça donne, quand on voit que de nos jours, aujourd'hui, les éditeurs, s'il y a plus de 10 lignes de règles, faut que ça rentre sur une double page, que ça s'explique en claquant des doigts, quand on voit ça, ça laisse rêveur quand même. En conclusion, on peut dire qu'un jeu peut être compliqué pour de multiples raisons. Parce que les règles sont infâmes, parce qu'il n'est pas du tout adapté au public visé, parce qu'il met en jeu une part d'humain absolument délirante, parce qu'il est fait pour être compliqué, et il est fait pour ne pas être accessible. Quoi qu'il en soit, ces jours de nos jeux sont sans doute un peu surannés. Les jeux sont de plus en plus accessibles, les règles de mieux en mieux écrites. Alors je suis pas en train de dire que toutes les règles du jeu sont bien écrites. Loin s'en faut, j'en lis des centaines par an et c'est pas toujours le cas. Mais vous trouvez généralement désormais sur internet des aides de jeu, des vidéos sur videoreg.net notamment, ou des ludochronos, qui vous expliquent tout ça et vous prennent par la main. Franchement, ça serait magique d'avoir une vidéo-règle pour Campaign for North Africa. Si vous avez déjà joué à un jeu dont je parle dans cette vidéo, que ce soit le bridge ou surtout le Rhythmomatia, j'aimerais vraiment que vous me laissiez des commentaires, j'aimerais vraiment pouvoir en discuter avec vous. Ou idéalement, si vous avez ces jeux-là, je serais très curieux d'en faire une partie avec vous. Sauf si c'est la guerre de l'anneau, c'est bon, j'ai donné. Abonnez-vous, commentez, partagez et lavez-vous les mains avant de faire une partie de jeu et de lire des règles. Salut!